Parce que nos villes se transforment perpétuellement, nous avons le devoir de recycler tous ces matériaux. Iprema, votre partenaire pour un développement durable. Je t'écris ces quelques lignes pour te dire que, oui, je suis prêt à faire un petit bout de chemin avec toi. PS, quand je parle de bout de chemin, je veux dire départ de chez moi, arrivé au boulot, puis retour maison si possible, tous les jours. Merci à toi. Le covoiturage, c'est convivial, économique et écologique. Avec le covoiturage, Saint-Quentin en Yvelines vous propose une nouvelle façon de vous déplacer. Les inscriptions et les infos sur www.covoiturage.aglo-sqy.fr. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Équilibre, le magazine de l'environnement et du développement durable. Nous nous intéressons ce mois-ci aux pesticides, une question sensible qui oppose avec beaucoup de vigueur le monde des agro-industriels et celui des écologistes. À l'heure où la législation européenne, et donc aussi française, est en plein bouleversement, nous tenterons de comprendre les enjeux de ce que l'industrie appelle aussi les produits phytosanitaires, grâce à deux scientifiques aux avis nuancés et aux positions différentes. Nous verrons aussi les répercussions à Saint-Quentin en Yvelines d'une politique zéro pesticide lancée en 2007. Et puis un an après l'installation des premières ruches de l'agglomération, c'est Montigny-le-Bretonneux qui a lancé les siennes, ses propres ruches communales. Nous verrons comment et pourquoi. Mais tout d'abord, nous avons rendez-vous avec Anne-Sophie Walker. Anne-Sophie Walker, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir ici à l'INRA de Grignon. Les pesticides, ça regroupe des fongicides, des insecticides, des herbicides. Mais alors qu'est-ce que c'est en fin de compte qu'un pesticide ? Alors un pesticide, c'est une molécule qui peut être d'origine synthétique, synthétisée par la chimie ou naturelle, et qui a un effet toxique pour un groupe d'organismes, donc des mauvaises herbes, des champignons, pathogènes des plantes ou des insectes. On les trouve essentiellement dans le milieu agricole, parce que les agriculteurs les utilisent pour protéger leur culture, mais on peut en trouver également chez les jardiniers amateurs, dans les jardins. On peut en trouver également dans notre environnement. Quand vous utilisez une bombe pour vous protéger des moustiques, c'est un insecticide, c'est un pesticide. Donc on peut en trouver dans notre quotidien également. Est-ce qu'il y a une différence entre les pesticides du particulier et ceux de l'agriculteur ? Alors les agriculteurs ont accès à une beaucoup plus grande diversité de molécules. Effectivement, les molécules des particuliers peuvent être les mêmes que celles des agriculteurs. Est-ce que nos agriculteurs, donc nous aussi, puisqu'on est consommateurs, on est accro? Est-ce que nos agriculteurs sont dépendants des pesticides? Alors, je dirais pas dépendants parce que tous les agriculteurs n'utilisent pas des pesticides. Il y a une partie des agriculteurs qui font de la lutte biologique, qui font de la lutte intégrée, donc tous n'utilisent pas les pesticides. Et en plus, parmi ceux qui utilisent les pesticides, tous ne les utilisent pas systématiquement, il y a quand même un usage raisonné. Mais c'est vrai que l'agriculture actuelle, pour maintenir les rendements et la qualité des récoltes telles qu'on les connaît actuellement, est quand même largement basée sur l'utilisation de pesticides. Vous dites qu'il ne faut pas diaboliser les pesticides. On parle beaucoup des problèmes d'abeilles, des problèmes du chlordécone aux Antilles sur les bananeraies. C'est vrai que ça concerne quelques pesticides qui sont particulièrement toxiques et qui restent longtemps dans l'environnement. Ces problèmes de toxicité chronique ou aiguë, c'est très lié à la quantité de pesticides qu'on utilise, donc à la dose du poison, et également à l'exposition des personnes concernées ou des organismes concernés. Aujourd'hui, il y a aussi une étude de l'Institut de veille sanitaire qui montre qu'en France, on a un taux de pesticides dans le corps qui est plus élevé que la moyenne. Est-ce que c'est surprenant selon vous ? Surprenant, c'est toujours un peu inquiétant, c'est sûr. Après, plus élevé que la moyenne, il faut voir si ça reste au-dessus ou en dessous des seuils acceptables pour la santé. Parce qu'effectivement, si on est supérieur à la moyenne, mais qu'on reste très en deçà des seuils toxiques, même en toxicité chronique, c'est pas forcément inquiétant. Mais par contre, là encore, c'est des choses à surveiller et il faut mettre en place des stratégies pour éviter de contaminer la population humaine. Est-ce qu'aujourd'hui le particulier aussi peut se dire j'arrête les pesticides?
Ah oui, il y a toujours... On doit se dire. Où il y a régulièrement des solutions alternatives qui peuvent être proposées aux pesticides. Certaines techniques agricoles comme le labour ou gérer les abords de parcelles qui contiennent les résidus de culture ou les réservoirs de maladies. Ça peut être optimiser la taille, la vigueur des plantes. Merci beaucoup. Oui, je vous en prie. Je vous laisse maintenant découvrir comment Saint-Quentin-en-Yvelines met en place depuis 2007 sa politique zéro pesticide. Alors, où en est-on aujourd'hui? Est-ce vraiment efficace? Et quel est le coût de ce dispositif? La réponse en images. Ça sent le gaz pour les pissenlits. Ils disparaissent un à un, carbonisés au propane, dans ce parc de Guyancourt. Depuis 5 ans, la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines prône le zéro pesticide, plus de produits chimiques, mais l'huile de coude comme ici, avec le désherbage au gaz. Le bois élagué, lui, se retrouve en copeaux dans les massifs. Les copeaux, en se décomposant, fabriquent de la matière organique nécessaire au développement des plantes. Les copeaux retiennent l'humidité, donc la plante a besoin de moins d'eau. Et les mauvaises herbes, on trouve moins de support pour se développer en mettant dans des copeaux. Mais ces différentes techniques sont forcément moins efficaces. Les mauvaises herbes réapparaissent plus rapidement et ce n'est pas le seul inconvénient. C'est un surcoût effectivement qui est principalement la main-d'œuvre supplémentaire pour passer plus souvent. Mais là encore, il faut intégrer qu'on est en système écolo et donc on a tout intérêt à le faire. C'est quoi le surcoût? Qu'on comprenne à peu près en pourcentage peut-être. Le surcoût, 50% de plus. Un surcoût que l'agglomération dit n'avoir pas ressenti et qui n'a donc eu de répercussions que pour les entreprises sous-traitantes. Au total, 650 hectares de parcs, voiries et abords de bassins sont concernés. Les pollueurs en milieu urbain sur les jardins, ce sont les services des collectivités, services extérieurs des collectivités, et puis en partie les particuliers. Question de santé publique, l'agglomération s'est voulue précurseur. Les mairies, elles, commencent seulement à s'y mettre. On parle beaucoup de pesticides au niveau européen depuis le début de l'année. Et la nouvelle est tombée il y a quelques jours. La Commission européenne a obtenu la suspension de 3 pesticides tueurs d'abeilles dans l'Union européenne à partir du 1er juillet. Cela fait suite à une étude de l'Agence européenne pour la sécurité des aliments, l'EFSA, qui affirme que les pesticides sont mal testés, notamment sur les abeilles. Cela va dans le même sens que les dénonciations de l'association Génération Future en France. Selon elle, la Direction générale de l'alimentation, sous tutelle du ministère de l'Agriculture, ne prend aucun compte des alertes lancées par l'Agence nationale de sécurité alimentaire sur des dizaines de pesticides. Gérard Arnold, bonjour. Bonjour. Vous êtes apidologue, c'est-à-dire que vous étudiez les abeilles au sein du CNRS. Donc vous nous recevez ici dans le parc du CNRS à Gif-sur-Yvette. Vous avez aussi participé en fait à une étude avec l'EFSA qui a alerté la Commission européenne. Qu'est-ce qu'elle disait cette étude? La conclusion de cette étude, qu'on appelle une opinion scientifique, qui a été publiée il y a 1 an environ, qui est visible sur le site de l'EFSA, c'est que les tests qui ont été utilisés depuis un certain nombre d'années pour homologuer les pesticides, en fait, ne sont pas adaptés à des nouvelles familles de pesticides qu'on appelle des pesticides qui enrobent les semences, et en particulier la famille des néonicotinoïdes. La décision de la Commission a été de suspendre ces molécules pendant 2 ans uniquement, et uniquement sur 4 cultures, c'est-à-dire le colza, le coton, le maïs et le tournesol. Si bien que ces molécules continuent néanmoins d'être utilisées sur la betterave, le blé et d'autres produits. Elles sont toujours présentes dans l'environnement. C'est des produits vraiment qu'utilisent les agriculteurs tous les jours? Oui, tous les agriculteurs n'utilisent pas ça, mais ce sont les molécules insecticides les plus utilisées, en particulier dans le cadre d'enrobage des semences. C'est-à-dire que la molécule se trouve sur la graine et au fur et à mesure de la croissance de la plante, la molécule progresse dans la plante et ressort dans le nectar et ou le pollen récolté par les abeilles. Mais alors, si c'est mauvais pour les abeilles, qu'est-ce qu'il en est pour nous? Ça, sur l'homme, moi, je ne me suis pas penché sur cette question. Là, il faut interroger des médecins. Je préfère me limiter à mon champ d'expertise qui est celui des abeilles. Est-ce que selon vous, on peut produire aujourd'hui sans pesticides ou ça n'est plus possible? Je ne suis pas un agronome, je ne peux pas vous donner des éléments de réponse précis. Ce que je sais, c'est qu'en France, lorsqu'on a suspendu l'usage de ces molécules sur le tournesol en 2003, 2004, etc., les rendements n'ont pas bougé.
du rendement des cultures. Donc en tout cas pour le tournesol, ces molécules étaient très largement utilisées, bien que leur utilité n'était pas vraiment démontrée. Merci beaucoup Je vous en prie. pour ces précieux renseignements. Et puis des abeilles, il y en a aussi à Saint-Quentin en Yvelines, puisque l'agglomération a lancé il y a plus d'1 an ces ruches publiques. Les communes s'y sont mises également, La Verrière, Trappes et maintenant Montigny-le-Bretonneux. L'inauguration avait lieu le mois dernier, nous y étions et nous avons suivi le vol des premières abeilles. Cet homme, en tenue de cosmonaute, est apiculteur. Il vient pour la première fois assurer le suivi des nouvelles ruches de Montigny-le-Bretonneux. Alors voilà un cadre, ce qu'on appelle un cadre de cire gaufrée. On va mettre ça dans la ruche et elles vont bâtir de part et d'autre. Et après elles vont y élever leur couvain et stocker le miel. Le 24 avril dernier, la mairie inaugurait l'installation de ces 6 ruches communales. Voilà, bravo. Une véritable opération de sensibilisation sur cette espèce protégée, une aubaine pour ces petites bêtes plus productives en ville, notamment grâce à l'absence de pesticides. Et pour s'occuper au quotidien de ces insectes velus, des jardiniers de la commune se sont portés volontaires. Aujourd'hui, c'est leur premier cours de formation avec le professionnel. Hop, une bonne lampée de chaque côté. Première opération, l'enfumage, avant d'ouvrir le toit pour vérifier l'état de la Alors, ruche. qu'est-ce qu'on voit ici? Hop, superbe. Là, elles sont en train de construire. En haut, elles ont construit au-dessus des cadres aussi. Ça veut dire qu'elles ont envie qu'on leur mette de nouveaux cadres. Jusque-là, on était plutôt habitués à détruire des nids de guêpes. Là, c'est la première fois qu'on va en fait rester avec des animaux vivants, hein, et voir un petit peu l'évolution, le travail qu'elles font, quoi. Les voilà qui posent les fameuses plaques de cire où les butineuses viendront stocker leur miel. À la mairie, on regarde tout ça d'un œil bienveillant, mais prudent. Non, je m'en approche pas, on va dire ça comme ça. On sait jamais quoi. Voilà. Mais sinon, non, on me dérange pas du tout. Au contraire, bienvenue les abeilles. Hein. L'espèce sélectionnée est réputée pour sa douceur, de quoi rassurer les voisins. Et puis pour les amateurs, les premières récoltes de miel auront lieu en juin. En moyenne, une ruche en produit 20 kilos chaque année. Ainsi s'achève ce numéro d'Équilibre qui vous aura donné, j'espère, des clés de compréhension sur ces molécules chimiques. Avant de nous quitter, quelques dates à retenir dans vos agendas. Vendredi 24 mai, séance de planétarium à Manille-les-Hameaux avec l'association Magnitude 78. La Maison de l'Environnement vous propose un village de plantes le dimanche 26 mai, l'occasion de troquer ses plantes ou de participer à des ateliers et des conférences. Et puis vous pouvez enfourcher votre vélo pour joindre Saint-Quentin en Yvelines à Paris le jour de la Convergence, le dimanche 2 juin avec l'association Vélo Sky. Ce même jour, vous pourrez profiter d'une rencontre balade entre poètes et scientifiques pour découvrir les aspects historiques et naturalistes de l'étang du Moulin à Vent de Guyancourt. Nous, on se retrouve le 21 juin prochain pour un nouveau numéro d'Équilibre. D'ici là, restez curieux, la planète continue de tourner et nous, on prend le temps de l'ausculter.